Les enjeux de ce compte à rebours avant le premier tour de l'élection présidentielle avec Sandra Cerquera. Une campagne tardive qui n'a pas duré longtemps, parasitée par la guerre en Ukraine et qui aurait peu intéressé les Français. L'enjeu de ces derniers jours de campagne est donc de mobiliser. Presque 3 Français sur 10 disent qu'ils n'iront pas voter. L'abstention pourrait atteindre un niveau record. Et parmi ceux qui iront aux urnes, un tiers n'a pas fait de choix sûr. Donc il y a un fort enjeu de mobilisation, notamment pour Marine Le Pen, dont on sait que son électorat a un profil particulièrement abstentionniste. Donc il va falloir pour eux réussir vraiment à persuader les électeurs que c'est important et utile d'aller voter. En 2007, 2012 et 2017, les candidats qui dominaient les sondages à quelques jours de l'élection sont tous sortis en tête du premier tour du scrutin présidentiel, puis se sont imposés au second. L'écart continue de se resserrer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la dernière ligne droite. Le président candidat toujours en tête avec 28,5% des intentions de vote. La candidate du RN en seconde position à 22%. L'enjeu pour les autres candidats, éviter qu'une partie de l'électorat ne se dise que les jeux sont déjà faits. Si les Républicains font un score en dessous de 10% et qu'Éric Zemmour se situe au-dessus d'eux, la recomposition à droite va effectivement être différente de si les Républicains font un meilleur score et se situent au-dessus d'Éric Zemmour. Il y a un enjeu vraiment sur l'après 2022 qui est important pour les Républicains. En troisième position, autour de 15%, Jean-Luc Mélenchon tente jusqu'au bout de convaincre les indécis à gauche de voter utile. La 4e place devrait se jouer entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. J-6, les enjeux de cette dernière semaine avec mes invités. Claire Chartier, bonsoir, vous êtes journaliste, essayiste, bienvenue, heureux de vous retrouver. Stewart Shaw, directeur des études politiques opinion chez Via Voice, vous publiez aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. L'opinion des émotions. J'accueille également avec plaisir Roland Quérol. Bonsoir, vous êtes politologue, cofondateur, ancien directeur de l'Institut de sondage CSA. Et puis alors, il y a un documentaire que vous avez réalisé, Abstention, premier parti de France, qui vient d'être diffusé chez nos amis de LCP. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonjour Thomas. Ça va Mathieu? Encore la pêche avant cette dernière ligne droite Quel suspense. Bon. C'est sûr, on espère qu'il y en a encore. Ce chiffre, pour commencer, on va s'appuyer sur le dernier baromètre de notre partenaire pour les soirées électorales, l'Institut Ipsos, avec une abstention qui est toujours évaluée autour des 70. On est à 69%. Je commence avec vous, justement, Roland Quérol. Les causes, elles semblent profondes. Est-ce que la dernière semaine peut malgré tout infirmer ces derniers chiffres? Bien sûr, c'est l'enjeu principal de la dernière semaine. C'est très rare dans la dernière semaine qu'on arrive à rameuter des électeurs hors de son camp. En revanche, il faut rameuter les siens. Et d'ailleurs, toutes les études mondiales dans les démocraties montrent que c'est la fonction principale des élections, des campagnes électorales, et notamment de la télévision. Ça permet de convaincre des gens qui, a priori, sont plutôt pour vous, mais qui sont un peu fatigués, qui n'ont pas forcément envie d'y aller, de se dire, mais si, c'est bien moi votre candidat, vous devez m'identifier à moi, c'est dangereux de ne pas y aller, allez-y. Donc ça veut dire, même s'il n'y a pas de débat, pardon de vous interrompre, même s'il n'y a pas de débat des 12, on va dire, après le premier tour, toutes les télés et toutes les grandes radios invitent tous les candidats dans leur prime time. Donc là, il y a un potentiel de... Oui, alors c'est un tout petit peu plus indigeste que les fois précédentes, parce que les antennes, notamment des chaînes d'information continue, sont occupées par l'Ukraine, et que du coup, ils font un peu des couloirs un peu longuets, consacrés uniquement à la présidentielle, dont, si j'ai bien compris, les audiences ne sont pas faramineuses. Donc, si les gens ne regardent pas, ça n'aide pas à être convaincus. Il y a là une petite difficulté de cette campagne, qui est que les médias, ils ont joué d'abord le sujet principal à leurs yeux, et aux yeux de l'opinion, puisque c'est ça qui fait de l'audience, ils ont joué l'Ukraine. Et du coup, il y a moins de passion pour ce qui se passe sur le terrain politique. Claire Chartier, on va se projeter beaucoup dans cette dernière semaine, mais si on jette un coup d'œil dans le rétro du week-end, je ne vous demande pas d'aller très très loin, mais est-ce que les meetings du week-end ont fait un peu bouger les lignes d'après vous? Finalement, chacun est resté dans son couloir. Je pense que il y a eu effectivement des améliorations, notamment dans le camp Pécresse, parce qu'elle était quand même meilleure et plus à l'aise dans son meeting que les épisodes précédents. Donc effectivement, et son propre camp s'est réjoui de cela. Mais je ne pense pas que ça change fondamentalement sur le fond. On est là face à un grand vertige qui se profile quand même. C'est que
tous les candidats sont face à un risque majeur. Déjà, des partis de gouvernement, la gauche, elle est au bord de l'extinction. La droite, elle est quand même au plus mal. Et effectivement, on sent aussi chez Valérie Pécresse une forme de projection déjà dans les législatives. Donc ces deux partis de gouvernement sont dans une situation tout à fait inédite. Pour Mélenchon et pour Le Pen, c'est vraiment là la dernière marche. Si ça passe, très bien. Si ça ne passe pas, ils ne se représenteront pas. Et Emmanuel Macron, on le verra tout à l'heure, l'écart se resserre dans les sondages. Donc lui qui partait vraiment très, très, très favori, là on sent que le suspense est en train de monter. Donc je pense que c'est vraiment un moment très particulier, et cette épreuve-là, et qui ne sera certainement pas modifiée par... je ne sais même pas si à la marge, dans les interviews que vous mentionnez sur la suite de la semaine... Je parle des 20 heures des grandes chaînes ou les interviews radio des matinales. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, normalement, dans une campagne présidentielle, l'intérêt va croissant au fur et à mesure que l'échéance se rapproche. Et là, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Alors certes, effectivement, l'Ukraine occupe tous les esprits, mais ça montre bien quand même qu'il y a là quelque chose qui se passe. Alors il y a quand même, je le disais en titre, un resserrement des courbes. On va regarder les tendances. Et là, je m'appuie de nouveau sur le dernier baromètre Ipsos. On a pris 15 jours. Un baromètre dynamique depuis le 21 mars. Emmanuel Macron est aujourd'hui à 26,5. Il perd 4 points en 2 semaines. Marine Le Pen était à 21, elle en gagne 4. Jean-Luc Mélenchon est à 16, pardon, il faut que je sois précis, parce que si je me trompe. Jean-Luc Mélenchon est à 16, il gagne 3 points. Éric Zemmour à 10,5 est stable, il était à 10%. Valérie Pécresse, elle perd des points, elle est à 8,5, moins 1,5. Et Yannick Jadot à 5,5, moins 1 point en 2 semaines. Stewart Chaud, cette remontée de Marine Le Pen dans les sondages, est-ce qu'elle peut quand même remobiliser une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron? En tout cas, c'est la carte, on l'a bien vu, que lui joue et que d'autres jouent parmi ses lieutenants. Je pense que c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron dans ce premier et possiblement aussi dans ce second tour, puisque je pense que le match retour qui, s'il se confirme entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ne se passera pas forcément de la même manière qu'il y a 5 ans pour plusieurs raisons. Effectivement, Marine Le Pen, elle apparaît dans cette campagne, dans cette fin de campagne, comme la candidate de cette forme de radicalité apaisée. Elle profite d'Éric Zemmour, qui est un formidable paratonnerre, qui lui permet à la fois de recentrer sa posture et de recentrer aussi son image. Et ça, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. D'ailleurs, on a réalisé une enquête, nous, chez Via Voice, qui montre que c'est la candidate, sur les 2 dernières semaines, à avoir l'image qui s'est le plus améliorée auprès des Français. Très loin devant Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est sur le podium. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a une dynamique, Marine Le Pen, qui est évidente. Pour le président de la République, je pense qu'il y a 2 difficultés. La première, c'est que cette immunité présidentielle qui lui a été conférée en temps de crise, notamment évidemment pendant la guerre en Ukraine qui continue à sévir, elle semble pour l'instant s'étioler un petit peu. Ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a un électorat de conquête en 2007 d'Emmanuel Macron qui est plus toujours systématiquement prêt à voter Emmanuel Macron dès le premier tour, voire même au second tour. Et je pense que c'est l'enjeu aussi d'Emmanuel Macron, c'est d'aller chercher, non pas son socle électoral qui est encore très solide, plus de 80% des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 seraient prêts à revoter pour lui en 2022. Oui, mais cet électorat... S'il reste autour de 26-27, il fera au-dessus. Bien au-dessus de ce qu'il avait fait. Absolument, il fera bien au-dessus, mais c'est vraiment d'aller chercher cet électorat de conquête qui semble, pour le coup, moins systématique en termes de report de voix. Mathieu, une première intervention rapide sur le week-end politique. Je ne sais pas s'il y a une image, une déclaration... qui ressort pour vous. C'est plutôt une non-image, parce que ces meetings, à mon avis, ils marquent peu parce qu'ils ont peu été vus, parce qu'ils ont peu été diffusés par les chaînes info. Pour des raisons d'égalité stricte de temps de parole, et donc on pouvait les voir sur les sites internet ou sur les applis, mais il faut vraiment être ultra motivé pour aller regarder un meeting sur un smartphone ou sur son ordinateur un samedi après-midi ou un dimanche après-midi. Ça touche vraiment que des gens qui étaient plutôt, à mon avis, des militants. Et moi, je trouve que, du coup, le meeting d'Emmanuel Macron est un condensé de sa mauvaise campagne. Parce qu'Emmanuel Macron fait une mauvaise campagne. Il pensait tout sulfater dans une campagne express. Voilà, en fait, il dégringole. Sa déclaration de candidature lui avait fait gagner des points, et depuis, il n'a cessé de dégringoler. Il est pris à contre-temps, je trouve, sur à peu près tout. Il avait, en gros, une présomption de crédibilité très supérieure à tous les autres candidats parce qu'il est en poste. Et elle est sérieusement entamée par cette affaire McKinsey qu'il n'a pas vu venir et qu'il n'a pas su déminer. Ce président qui demande conseil et qui paye très cher ses conseils, je caricature à dessein, mais c'est ça qui en fait entame sa crédibilité.
Sa principale mesure, il a présenté pendant 4h10, vous vous souvenez de sa conférence de presse, là, le meeting durait 2h10, qu'ont retenu les gens, c'est une disposition punitive, c'est-à-dire la promesse à 65 ans, qui est vécue comme telle par les Français. Alors oui, c'est positif pour les gens qui veulent équilibrer les comptes publics, mais les gens ne raisonnent pas comme ça. Ils regardent pour eux, ils disent on va devoir travailler plus longtemps, donc c'est essentiellement une mesure punitive. Et puis ensuite, sa campagne avec très peu de déplacements de terrain, un meeting en période d'égalité stricte de temps de parole, alors que s'il l'avait fait une semaine plus tôt, ça aurait pu être diffusé la même histoire, ça aurait pu être diffusé partout. Là, pour le coup, ça n'a pas grand sens pour des grands stratèges, soi-disant à l'Élysée et dans son QG de campagne. Je trouve que c'est pas très réussi. Alors, on va faire un zoom sur la campagne et le meeting de Valérie Pécresse, et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve, avec on peut dire un Nicolas Sarkozy qui, d'une certaine façon, s'est invité à ce meeting. Oui, alors il était à l'origine officiellement et très cordialement invité, mais il a décliné cette invitation. Du coup, l'ancien président n'était pas là physiquement, mais il s'est quand même en quelque sorte invité à ce meeting de Valérie Pécresse. Son nom a été prononcé à la tribune, il a été hué, sifflé à 2 reprises par les militants, des militants qui lui reprochent son silence et son absence de soutien à Valérie Pécresse. Flora Sauvage et Quentin Calmet étaient sur place. Écoutez. Les dernières nouvelles, Sarkozy est peut-être même parti ou a appelé à voter Macron. Alors je sais pas où est la vérité. Aujourd'hui, je sais c'est que M. Macron a été élu avec les Républicains. Et pour moi, c'est impossible qu'il puisse prendre une telle décision. Donc s'il peut clarifier la situation au plus vite, ce serait très intéressant. Parce que dans 8 jours ou 15 jours, il sera trop tard. Voilà, de son côté, Valérie Pécresse est revenue sur les sifflets dirigés contre Nicolas Sarkozy pendant le meeting. Elle parle d'électeurs tristes ce matin sur RTL. Écoutez-la. Tous les orateurs qui ont pris la parole dans le meeting d'hier ont parlé de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de respect et l'ont fait applaudir. S'il y a eu au début du meeting quelques électeurs tristes, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Et ça vous rend triste que Nicolas Sarkozy ne vous soutienne pas ? Nous avons avec infiniment de respect, fait applaudir Nicolas Sarkozy pour le rôle qu'il a eu. Il ne fait plus partie pour le rôle qu'il a eu pour la France. Voilà cette information de nos confrères d'RTL. Valérie Pécresse a tenté de joindre Nicolas Sarkozy dans la foulée du meeting. Pas de réponse de la part de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont on dit qu'il voudrait prendre part à la recomposition qui s'annonce à droite à partir de ce dimanche. On parle même d'échanges entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy autour d'une grande coalition à l'allemande et la répartition, pourquoi pas, de circonscriptions en prévision des élections législatives. Pour l'instant, beaucoup de rumeurs, rien de fait, rien de confirmé. Ce qui est sûr, Thomas, c'est ça. Le soutien de François Fillon à Valérie Pécresse, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, a officiellement apporté son soutien ce lundi à la candidate. La démocratie, c'est d'abord la possibilité de l'alternance. Valérie Pécresse constitue aujourd'hui le seul chemin de l'alternance. Voilà ce qu'écrit François Fillon aujourd'hui. Merci Steve pour ce rappel de cette séquence un peu particulière quand même. Roland Quérol, Valérie Pécresse qui tombe, on l'a vu dans le baromètre, à 8,5, moins 1,5 points en 2 semaines. Quand j'ai lu ça, et puis quand on voit la tendance, un peu comme si les électeurs avaient fait déjà leur deuil de ce parti de LR. Est-ce que vous allez jusque-là ? Oui, je crois que c'est tout à fait le cas. Il y a plus d'utilité aux Républicains, pas plus qu'au Parti Socialiste. Macron est en train de finir le travail politique qu'il avait commencé en 2017 en éliminant pratiquement de la vie politique, mais pas tout à fait. Cette fois-ci, ça va être le cas. Les 2 partis qui nous ont gouvernés pendant une 40aine d'années. Leur mission historique est comme terminée. Ils ont appliqué leur programme et ils sont totalement essoufflés, incapables d'abord de réaliser ce qui leur est arrivé et de réagir, de rebondir avec des idées nouvelles ou des personnes nouvelles. Cette histoire sur Sarkozy, par exemple. Tous les anciens présidents tombent dans cette maladie, ce syndrome, de croire que les autres qui veulent leur succéder sont des nains et que eux seuls peuvent arriver à avoir un contact fort avec les Français. La vérité est tout autre. Quand on s'est débarrassé d'un président, on ne veut plus le revoir. C'est un intérêt médiatique, savoir que fait le président, que dit le président, à qui parle le président. Mais les Français s'en moquent totalement. Il aurait pris position, ça n'aurait rien changé aux élections. Il faut maintenant que les dirigeants politiques, à commencer par Mme Pécresse, s'intéressent un peu à la politique qui est vraiment celle qui intéresse les Français.
Claire Chartier, est-ce qu'on doit donner une interprétation politique à ces sifflets contre Nicolas Sarkozy Parce qu'après tout, c'est quoi? C'est peut-être quelques dizaines de personnes dans un meeting. Comment donc ça fait quand même, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on parle effectivement du silence de Nicolas Sarkozy, de son éventuel ralliement à Macron. Mais je pense surtout que c'est une erreur tactique de Valérie Pécresse énorme, parce que quand on se présente à la présidentielle, on est censé incarner une forme d'autorité, de verticalité. Et là, on a en fait une candidate qui court après un ancien président et qui quémande son soutien et qui en plus ne l'obtient pas et qui l'appelle. Enfin, je trouve que l'image est absolument désastreuse et ne sert pas du tout, en plus, effectivement, sa démarche présidentielle. Donc, de ce point de vue-là, mais pour revenir sur, justement, cette droite-gauche qui est en train de sombrer, je trouve qu'on impute souvent à Emmanuel Macron, précisément, tout ce travail finalement, de dissolution du clivage, mais il n'a pas été le seul, en fait. Les populistes, en tant que tels, c'est tout à fait leur travail aussi, en fait. C'est ce qu'ils s'emploient à faire, et très bien, puisque eux, ils veulent redessiner un autre axe qui leur permet de croiser la droite et la gauche. D'ailleurs, c'est... Surtout Marine Le Pen. Et surtout Marine Le Pen, tout à fait. C'est le peuple contre l'élite. Donc, en fait, les candidats populistes ont eux aussi beaucoup œuvrer à ça. Donc je trouve que l'analyse par rapport à Emmanuel Macron sur ce point-là, on ne peut pas totalement lui faire grief de ça. On peut lui faire grief d'autres choses, à mon sens. Ça peut être un hommage, plus qu'un grief. Oui, mais on peut lui faire quand même, à mon sens, là, un vrai grief, et on en parlera peut-être, mais c'est de n'avoir pas su lier, on parlait tout à l'heure de sa campagne, du fait qu'en fait, il n'a pas fait campagne. C'est surtout qu'il ne sait pas lier les éléments de son libéralisme philosophique et politique. En fait, on a des mesures, il nous les présente, mais en fait, tout cela ne fait pas sens d'une certaine manière. Un manque de vision, quoi, en quelque sorte. Et ça ne fait pas un projet qui pourrait lever le soupçon d'un président qui est tout à son aventure personnelle et qui, finalement, serait totalement imprégné de la vision néolibérale. En fait, du coup, il apparaît comme ce braconnier, effectivement, politique qui va tendre ses pièges à droite et à gauche dans une forme d'opportunisme et dans une forme d'aventure personnelle. Alors qu'en fait, il a certainement des convictions, mais je n'arrive toujours pas à saisir pourquoi il ne lit pas entre eux ces éléments pour en faire quelque chose de cohérent. Ouais. Je pense que... Peut-être parce qu'elles ont quand même été balayées par la crise sanitaire qu'ils l'ont obligé à sortir. Certes, mais là, il avait une occasion assez intéressante quand même lors de sa conférence de presse qui a quand même duré un certain temps. D'ailleurs, il était un petit peu parti là-dessus à un moment lorsqu'il parle d'un projet. On le sentait s'opposer à la proposition de Zemmour dans une vision, dans un regard de la société. Puis en fait, il a très peu développé ça, cette idée de projet républicain. Il est revenu sur des aspects très techniques. Donc, outre le fait qu'il n'a pas voulu se prêter au jeu du débat qui, à mon sens, pour moi, était une erreur, parce que ça voulait dire, moi je décide, même si les citoyens ont envie, moi j'ai pas envie, donc je ne joue pas. Donc ça, je trouve qu'en démocratie, c'est un problème. Mais donc il n'a pas pu provoquer finalement cette rencontre avec les citoyens, mais en plus, à mon sens, il a fait cette erreur-là. Ouais. On va se projeter sur le second tour et la stratégie des uns et des autres dans un instant avec vous, Mathieu, mais cette histoire de débat, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais c'est intéressant, c'est un vrai... ça reste... Est-ce que ça imprime dans l'opinion, ça, d'après vous, Stewart Chaud? Je trouve que... refus d'Emmanuel Macron. Oui, je trouve que depuis le début de la campagne, on s'interroge sur le désintérêt des Français pour cette campagne, en inversant parfois les rôles. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'opinion publique ait un intérêt pour que derrière, on propose des choses qui intéressent les électeurs. Mais je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'effectivement, il y a un intérêt naturel des Français dans ce temps commun qui est l'introspection un peu nationale que constitue l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, la difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est de créer un programme désirable. C'est-à-dire quelle désirabilité on propose quand on fait 5 ans un peu empêchés et qu'on va proposer effectivement un ensemble de mesures qui peuvent être cohérentes dans le fond, mais qui n'apportent pas une réelle vision. C'est une campagne qui est complètement désidéologisée aujourd'hui. Et on aurait pu penser finalement que l'émergence d'un Éric Zemmour aurait pu constituer la confrontation d'idéologie. On est sur une campagne qui, aujourd'hui, propulse un défi d'incarnation, et ce défi d'incarnation, il y en a qui ressortent plus ou moins vainqueurs. Et je termine juste sur Valérie Pécresse, parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur l'utilité aujourd'hui de la droite. Effectivement, la question qui se pose, c'est quelle est la raison d'être d'une droite aujourd'hui qui est à la fois tiraillée entre une extrême droite bicéphale avec l'une d'entre elles qui s'est recentrée, une droite, je dirais, un centre droit un peu libéral représenté par Emmanuel Macron. C'est compliqué d'un point de vue politique. C'est quand même assez problématique à mon sens. Je repose la question sur le débat. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou Roland, mais
Il n'y a pas des gens qui vont voter contre Emmanuel Macron parce qu'il a refusé de participer à un débat au premier tour. Non, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais qui ne vont pas voter contre, mais peut-être qu'ils vont voter pour. Ouais. Et je pense que la question, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'à partir qu'il a perdu des voix. Je ne sais pas s'il a perdu des voix. Je pense qu'il a perdu, effectivement, un électorat peut-être de conquête qu'il faut aller conquérir, qu'il faut aller convaincre. Une élection présidentielle, c'est cela. Les Français attendaient de cette élection présidentielle. C'est faux de dire que les Français étaient complètement, au final, désintéressés par ce temps politique. Au contraire, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait une vraie campagne. Je termine juste deux chiffres qui vont être publiés dans la semaine par vos confrères de Libération. Oui. Vous avez la majorité des Français qui considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de campagne. La majorité des Français considèrent qu'il n'y a pas eu de campagne. Et vous avez près de 7 Français sur 10 qui considèrent ressentir de l'amertume. Déjà par rapport à cette campagne. Donc, vous voyez, je pense que ça veut dire aussi quelque chose de l'état politique du pays. Ouais, et ça nous amène à nous projeter, évidemment. C'est ce qu'on va faire avec vous, Mathieu, parce que, bon, on maintient un suspense. Il y a encore beaucoup d'abstentionnistes, il y a encore beaucoup d'indécis, mais malgré tout, il se réduit à chaque jour qui passe. Et vous avez le sentiment que les candidats, eux, se projettent déjà, ils sont nombreux, dans l'entre-deux tours. Oui, parce que sauf surprise, sauf plantage généralisé de tous les sondages, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans, et même il y a 20 ans, c'est toujours le parallèle avec 2002, mais 2002, il y avait quand même un étiage qui était assez serré. Mais tout semble indiquer qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour. Alors on peut s'en désoler, on peut vouloir faire mentir les intentions de vote, mais les principaux concernés, eux, sont déjà dans le coup d'après. Prenez Emmanuel Macron, à mesure que ses intentions de vote fondent, on en parlait tout à l'heure, et que l'écart se resserre, il ajoute de plus en plus le chiffon noir de l'extrême droite. Lui, il est déjà dans l'entre-deux tours. Il l'a dit à Fouras la semaine dernière. J'ai moins entendu dire qu'elle est d'extrême droite à propos de Marine Le Pen. Il y a 20 ans, les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front républicain, les forces politiques républicaines disaient jamais. Il n'y a plus cette réaction-là. Il semblait s'en désoler. Son défi à lui, en fait, c'est ça, c'est de ressusciter, de tenter de ressusciter le fameux Front républicain, qui est un sacré chantier, parce que on sait que les électeurs de gauche vont beaucoup traîner les pieds cette fois-ci. Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà cultivé une forme d'ambiguïté en 2017, a déjà prévenu qu'il consulterait ses troupes. Et puis lui, il s'en tire par une pirouette. Il dit qu'il ne veut pas être le roi des castors. Les castors, ça fait des barrages. Et il dit, si vous avez l'intention de faire un barrage au second tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites le barrage dès le premier tour en votant pour nous. À l'inverse, Yannick Jadot, pour les écolos, lui explique que les écologistes n'ont jamais hésité à construire des fronts républicains contre l'extrême droite. Fabien Roussel, pour lui c'est clair, il ne laissera jamais l'extrême droite mettre la main sur la République et il appellera à faire barrage. Eux, ils se sont montrés extrêmement clairs. Anne Hidalgo s'était montrée extrêmement claire à l'été dernier. Je ne l'ai pas entendu ni revu parler du Front républicain. Le seul problème, c'est que tous ces leaders peuvent bien parler, mais est-ce qu'ils seront suivis? Et ça, c'est la vraie interrogation. Vraiment pas sûr que les électeurs de gauche se sentent concernés par cette élection au second tour si elle n'est pas un peu dramatisée, s'il n'y a pas d'enjeu. Alors, si on fait maintenant un gros plan sur Marine Le Pen. Son défi à elle, c'est de constituer le front anti-Macron. Donc c'est une logique un peu différente. Elle n'y était pas parvenue en 2017, mais on l'a dit 10 fois, elle a lissé à la fois son programme et son image, elle a bénéficié du contre-effet Zemmour, enfin de l'effet plutôt à contrario de Zemmour. Et puis elle tend maintenant la main aux électeurs de droite et de gauche, donc pour amorcer ce front anti-Macron du second tour. Écoutez ce qu'elle déclarait, c'était la semaine dernière, vendredi, à Stirin-Wendel en Moselle. Je sais aussi qu'il existe une gauche patriote, consciente du caractère protecteur de la nation, convaincue de l'importance d'une laïcité apaisée parce que respectée, une gauche attachée au message d'émancipation des peuples et des hommes que porte la France. C'est à eux tous que je m'adresse. Donc là, Marine Le Pen qui tend la main à toute la gauche, c'est quand même assez paradoxal, enfin c'est une première, mais pour la première fois de sa vie, elle est dans une situation un peu plus confortable que la dernière fois, d'abord parce qu'elle dispose de réserves de voix, on en a parlé, celle d'Éric Zemmour, elle devrait faire le plein là, et on sait que chez Jean-Luc Mélenchon, une partie des électeurs mélenchonistes se dirigent vers elle. Alors ça varie selon les enquêtes, pour Ipsos c'était on va dire un 5e des électeurs, pour Elab la semaine dernière c'était carrément un tiers des électeurs, quand on prend la totalité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon potentiel au premier tour, un tiers voterait pour Marine Le Pen au second tour et seulement après pour Emmanuel Macron, c'est quand même beaucoup. Et puis alors il y a les candidats qui se projettent carrément au-delà de la présidentielle. Alors là on n'est plus carrément dans l'entre-deux tours, mais on est après. Alors ça c'est Anne Hidalgo par exemple qui a appelé dimanche à reconstruire la gauche, enfin qui se projette évidemment dans la suite, et il faut comprendre, reconstruire la gauche avec elle, là aussi on l'écoute, c'était au Cirque d'Hiver à Paris. C'est pour ça que je vous le dis, rejoignez notre famille, votre famille d'origine, celle de la gauche, du réel et de la raison, celle qui reconnaît ses erreurs. Donnez-lui la chance de porter les valeurs humanistes auxquelles vous adhérez. Donnez-lui la chance de se réinventer
reconstruire. Se réinventer, se reconstruire, sous-entendu avec elle. Alors, il y en a déjà un qui est sur le créneau, François Hollande, qui a fait déjà des propositions plus ou moins dissimulées, notamment lors d'un meeting d'Anne Hidalgo. Ouais. Donc, elle sait qu'elle sera pas seule. On prend un autre exemple, Valérie Pécresse, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Elle a eu une petite phrase qui était intéressante ce dimanche lors de son meeting à la porte de Versailles. Elle a dit « Vous m'avez vu trébucher, me relever, vous avez découvert ma résistance, je ne lâche rien. » Sous-entendu, il faudra compter sur moi pour la suite si on compte reconstruire ce qu'il reste de la droite. C'est un avertissement lancé à Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti. Il faudra compter avec elle aussi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de thématiques. On a déjà un peu évoqué, mais je voudrais quand même vous entendre là-dessus, peut-être Claire Chartier, sur cette espèce... Je reprends les propos d'Emmanuel Macron, quand il dit il y a 20 ans, les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front républicain, les forces politiques républicaines disaient jamais, il n'y a plus cette réaction-là. Est-ce qu'il y a une sorte d'acclimatation collective, quoi? C'est vrai que c'est quand même tout à fait étonnant parce que cette campagne, elle est quand même historique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a quand même 30% des Français qui disent qu'ils ont l'intention de voter pour l'extrême droite. Donc, qui sont séduits par les idées d'extrême droite. Alors que, en fait, c'est comme une lente montée du désir qu'on regarde, qu'on ausculte, vraiment avec force commentaire et d'une façon très, très pointue. Mais finalement, sans qu'il y ait eu en face de la part des partis de gouvernement de réponses satisfaisantes. Et donc on se retrouve avec un dénouement probable, en effet, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec une Marine Le Pen en meilleure position quand même qu'il y a 5 ans, sans avoir su entraver la marche du destin, en fait. Donc il y a quand même quelque chose là de l'ordre de la tragédie. Enfin, je trouve que cette campagne, elle est passionnante de ce point de vue-là et particulièrement préoccupante. Quant au front républicain, effectivement, c'est plus un front, c'est un éboulis, enfin, mais il faut se rappeler que le Front républicain, c'est une expression qui est née sous la plume de Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1956 aux législatives pour désigner le front qui s'était constitué, la coalition de centre-gauche qui devait faire pièce au mouvement de Pierre Poujade. Pierre Poujade, à l'époque, était en deçà de l'extrême droite de l'époque. Il allait beaucoup moins loin dans l'anti-parlementarisme et dans l'anti-républicanisme. Aujourd'hui, on a quand même une Marine Le Pen, quand on regarde bien son programme, qui bat en brèche des valeurs constitutionnelles, des valeurs humanistes qui étaient censées être les nôtres. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde ça dans le détail, on ne peut qu'être stupéfait par effectivement les cartes qui semblent être aujourd'hui sur la table face à cette perspective. Donc je ne pense pas finalement il n'a pas grand-chose à faire, Emmanuel Macron, pour agiter ce spectre-là, parce qu'il est là. Enfin, je veux dire, l'extrême droite à 30%, c'est là. Jean-Luc Mélenchon, on ouvre un chapitre consacré au candidat de la France Insoumise, le fondateur, plus 3 points en 2 semaines dans le baromètre Ipsos. Il était hier à Toulouse, écoutez. Je craignais, en entrant dans cette campagne, quand je la vis si mal engagée par des luttes dérisoires et des compétitions secondaires, lorsque pendant tout le mois de décembre, tout le mois de novembre, nous fûmes harassés d'interventions sur le thème « Tout est perdu !» puisque la carpe ne s'est pas mariée avec le lapin, puisque la chèvre ne veut pas faire sa route avec le chou. Tout est perdu. Eh bien, nous n'avons jamais cédé. Et d'heure en heure, jour après jour, nous n'avons pas compté sur la dispute, nous n'avons pas compté sur l'insulte, nous avons compté sur la conviction, le travail patient, d'explication, de programme. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui explique pourquoi ça ne servait à rien de faire l'union de la gauche avant le début de cette campagne présidentielle. Stewart Chaud, vous publiez demain dans Libération une enquête justement autour du vote Mélenchon. Le vote utile ou le vote efficace, pour reprendre sa formulation, ça fonctionne pour lui? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est effectivement, il est dans une dynamique qui est réelle. Alors, selon les derniers chiffres de mes confrères de chez Harris, il est à 17%, il fait plus 2 en quelques jours, donc c'est assez fort. Ça peut être la surprise de ce premier tour s'il atteint le second tour. Bon, tout ça est hypothétique, mais il est dans une réelle dynamique. Effectivement, il y a plusieurs points à soulever. Le premier, c'est que, faut le dire, c'est le leader aujourd'hui incontesté. À gauche, l'étude que l'on sortira et qu'on publiera dans Libération montre que c'est à la fois le vote le plus crédible, le vote le plus utile, et le vote pour les électeurs de gauche, pour le candidat qui fait le plus président aujourd'hui. Donc très loin devant Jadot, très loin devant Hidalgo, donc il fait des scores assez probants. Pour autant, ces scores, ils sont en dessous de 50%. Donc ça montre aussi qu'auprès des électeurs de gauche, tous ne sont pas encore convaincus. Et je pense qu'il y a du coup 2 obstacles
je dirais, à la surprise Mélenchon. Le premier obstacle, c'est effectivement faire ramener à lui des électeurs de gauche qui sont aujourd'hui pas encore prêts à voter Mélenchon, même dans un duel Macron-Mélenchon ou Macron-Le Pen. Donc ça, je pense que c'est très important de le souligner. Deuxième point, c'est Mélenchon, il n'est jamais aussi fort quand le taux d'abstention est assez bas. C'est-à-dire qu'il a été très fort sur les catégories de la population qui traditionnellement votent moins. Il fait 30% chez les 18-24 primo-votants en 2017. Est-ce que cette année, ils vont revoter pour lui? Il est aux alentours de 23% dans les intentions de vote. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il fait quand même un score non négligeable chez les ouvriers en 2017. Il fait à peu près 24%. C'est le second score après Marine Le Pen. Donc, est-ce que là aussi, il va pouvoir capitaliser dessus? Et le troisième élément, c'est sur les demandeurs d'emploi. Il fait plus de 30% en 2017. Et en fait, quand on met tout ça en perspective, on se rend compte que cette sociologie électorale, il la partage avec Marine Le Pen. Donc en fait, les deux dynamiques suivent. Donc finalement, oui, il y a une surprise Mélenchon, il y a une dynamique Mélenchon, mais il y a aussi une dynamique Marine Le Pen qui lui semble aussi lui faire un petit peu écran. Et qui potentiellement peut lui faire barrage, évidemment, pour atteindre le second tour, ce qu'on a bien compris. Roland Quérol, je rebondis sur ce que disait Jean-Luc Mélenchon dans l'extrait qu'on a choisi, où finalement, il pourfend ceux qui disaient il faut absolument faire l'union de la gauche. C'est comme si les sondages avaient joué le rôle des primaires. Vous voyez ce que je veux dire? Au fur et à mesure que la campagne avançait, ben voilà, il y a un leader qui s'est dégagé au sein de la gauche et qui aspire petit à petit. Je crois que c'est pas exactement lui l'analyse qu'il fait. Je crois que c'est plus profond chez lui. Ça fait plus de 6 ans qu'il n'a pas employé une seule fois le mot gauche. Il n'a aucun rapport conceptuel avec ce qu'il appelle la gauche, qui sont ces gens qui, pour lui, sont dans la magouille, la discussion permanente, l'impossibilité à avoir des solutions qui soient adaptées au peuple tel qu'il est. Lui, il voulait faire l'unité populaire, l'union populaire, la fédération républicaine. Ça a pris beaucoup de noms, mais ça n'a jamais été la gauche. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire que quand même, comme il a été de gauche, et c'est réclamé de la gauche, il a quand même longtemps été sénateur socialiste, ça a créé des liens tels qu'il y a des électeurs de gauche qu'il a quand même insultés pendant toute la campagne, qui sont quand même tentés maintenant de voter pour lui, en se disant quand même, c'est la famille, quoi. Hein. Et ça, c'est un assez gros exploit. Arriver à cogner sur tous les alliés potentiels, dire qu'on n'a rien à faire avec eux, et arriver quand même à séduire un peu la base, la fameuse union à la base, qui rappelle aussi des choses dans l'histoire politique de la gauche, il faut lui reconnaître ça, il sait le faire. Malheureusement pour lui, ça n'arrivera pas à un score tel que ça lui assure une présence au second tour. Ouais. Vous en êtes certain? Oh oui. Il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Mais il y aura une surprise nulle part. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, il allait regarder du côté de l'électorat de Marine Le Pen avec ses fachos pas fâchés. Et là, en fait, on a l'inverse qui se produit. Parce qu'effectivement, la dynamique est moins favorable. Mais certains de ses électeurs continuent à être comme ça. En effet. Mais il l'avait vraiment formalisé dans ses discours et c'était une tactique. Là, il n'emploie pas du tout cette tactique-là. C'est plutôt l'inverse puisqu'il se reporte sur la gauche, puisqu'il n'y a que des orphelins à gauche. Et donc, il se dit que là, il a bien davantage de chances d'aller glaner des voix que de l'autre côté, puisque là, Marine Le Pen est en meilleure posture. Alors, l'une des phrases un peu frappantes quand même de ce week-end, elle a été prononcée par Emmanuel Macron dans son unique meeting de candidats avant le premier tour. C'était samedi, coup de barre à gauche. Il reprend même un slogan du nouveau parti anticapitaliste, « Nos vies valent plus que leurs profits », ce qui n'a pas manqué de faire réagir Philippe Poutou. On se dit quel culot. Quel culot. Après, si on se dit que si on avait su, on aurait breveté le truc, comme ça on aurait eu un peu eu d'argent, puisqu'en fait, d'une certaine manière, on est devenu un cabinet conseil. Mais Macron et sa bande, ils ont géré les choses comme ça, et puis maintenant, ils peuvent faire un peu, mais c'est vrai, quand même, la course au profit, c'est dégueulasse. Et puis en reprenant donc des slogans du NPA ou de la LCR. Bon, voilà, c'est cynique et ça montre que, on espère que derrière, ça met en évidence l'urgence qu'il y a de reconstruire des services publics. Stewart Chaud, ça peut marcher, ça, auprès des électeurs de gauche qui avaient voté Macron il y a 5 ans et qui hésitent à le faire cette fois-ci? C'est symptomatique de ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit, finalement, son socle électoral reste solide. C'est-à-dire, s'il y avait eu des dégoûtés du macronisme qui avaient voté pour lui en 2017 au premier tour, et qui ne voterait plus pour lui au deuxième tour, on ne serait pas du tout sur une reconduction à plus de 80%. Donc on se dit, tiens, il y a quand même un électorat de conquête qu'il a réussi à conquérir et qui reste aujourd'hui mobilisé pour Emmanuel Macron. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il joue peut-être aussi là le second tour. Parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, la conquête va se faire beaucoup plus sur son aile gauche aujourd'hui que sur son aile droite, qu'il a plutôt convaincu. Je vous donne quelques chiffres selon mes confrères. Vous avez à peu près seulement
moins d'un électeur sur deux Hidalgo, moins d'un électeur sur deux Jadot, et un tiers seulement des électeurs Jean-Luc Mélenchon qui seraient prêts à se reporter sur un vote Macron au second tour face à Marine Le Pen. C'est peu, c'est très très peu. Et ce report de voix systémique, je dirais, depuis 2017, il n'est pas aujourd'hui assuré pour Emmanuel Macron. Il le sait, et c'est, je pense, à ça, aujourd'hui, qu'il travaille. Ouais. Ce qui nous projette évidemment dans le baromètre Ipsos pour le second tour. Alors regardez ce que nous proposent nos partenaires pour les 2 soirées électorales sur Public Sénat et LCP. Emmanuel Macron battrait, on met évidemment des conditionnels, Marine Le Pen de 8 points, 54-46, mais ce qu'on a fait pour les scores du premier tour, on l'a fait aussi pour les évaluations du second. Il y a 2 semaines, l'écart était de 22 points, c'était 61-39. Et puis dans l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon, qui a été également testé par Ipsos. Le président sortant l'emporterait 58-42. Là aussi, l'écart se réduit fortement. Le 21 mars, il était de 64-36. Il y a un petit bémol quand même, c'est que quand on rentre dans la campagne du second tour, c'est pas tout à fait les mêmes items et les mêmes préoccupations pour les Français. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, on n'exprime plus forcément ses positions, on n'écrit plus forcément sa colère, mais on se dit à qui on donne les clés du camion. Et si je peux me permettre. Et pour le coup, c'est là où on commence tous à dire avec qui gouverne Marine Le Pen, avec qui gouverne Emmanuel Macron. Et là, va quand même y avoir un effet d'image et de comparaison. Donc vous pensez que cet écart-là, ça peut se rejouer au moment où le débat va reprendre sur la crédibilité d'une certaine façon. Qui est capable et avec qui ça peut faire. Et pour je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans peuvent connaître, qui est celui où tous les grands médias et tous les instituts de sondage avaient promis que ça n'avait pas de sens de faire des sondages d'intention de deuxième tour avant le premier tour et qu'ils n'en feraient plus jamais. Vous vous souvenez de cette promesse? Oui. Dommage qu'il ne l'ait pas tenue parce que tous ces chiffres sur les reports de voix seront balayés. D'accord. Comme d'habitude. Pourquoi? Parce que ça va dépendre des scores du premier tour. Parce qu'on ne peut pas encore se projeter quand on... Pardon, j'ai juste terminé ma question. On ne peut pas se projeter quand on répond à un sondage de premier tour sur les enjeux du second? Non seulement on ne peut pas se projeter, mais on se projette très différemment. Oui. La façon dont on le fera. Si je suis un électeur de gauche et que j'aime pas Macron, ce type, je trouve qu'il ne me va pas personnellement. Je dis, je voterai pas pour lui. Et puis vous vous retrouvez entre Marine, Macron. Vous pouvez vous dire, je continue à penser ce que je pensais il y a 15 jours, je pars à la campagne, je vais à la pêche, mais vous pouvez aussi vous dire, quand même, comme disait le proverbe républicain, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et du coup, on va éliminer Marine. Et ce genre de choses, on ne peut pas les mesurer finement avant, parce qu'il faut être dans la situation, il faut le passage à l'acte, comme diraient les psychanalystes, pour choisir vraiment. Allez, on va terminer en donnant la parole à d'autres candidats qu'on n'a pas encore entendus dans ce débat dans Sens Public. Et oui, il y a la règle de l'égalité absolue des temps de parole. Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle. L'électoralisme conduit à la résignation et à la passivité. Lorsqu'on est conscient que la force des travailleurs ne se trouve pas dans les urnes, il faut faire un vote militant. Un vote pour montrer son camp, sa politique, ses perspectives aux autres travailleurs. Elle ne cherche pas forcément à être extrême droitisée. Elle ne cherche pas à être extrêmement gauchisée. Elle ne cherche pas à être extrêmement macronisée. Elle cherche tout simplement à se réunir et à se rassembler, comme elle a su le faire lorsque la foudre l'avait frappée. Il suffit que 2 à 3 millions de Français aillent voter en plus, et alors s'il y en a 10 millions en plus, toutes les cartes sont rebattues. Moi, je peux accéder au second tour. Macron peut sortir, Le Pen peut sortir, il peut y en avoir d'autres. Nicolas Dupont-Aignan qui s'était rallié à Marine Le Pen il y a 5 ans. On peut imaginer Claire Chartier qu'elle le laisse au bord de la route cette fois-ci. Mais si on parle de ralliement, tiens, ici on a terminé là-dessus. On est au lendemain du premier tour. Les sondages n'ont pas été infirmés par le vote. Donc on a un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Comment ça peut se passer ça? Comment vous imaginez les ralliements autour de la candidate du Rassemblement national?
c'est-à-dire Zemmour, par exemple. Elle est déjà bien partie de ce côté-là, puisque environ 80%, si j'ai bien lu, seraient partants pour effectivement reporter leur voix, les sympathisants d'Éric Zemmour, sur Marine Le Pen. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. C'est quand même un peu plus fort de ce côté-là. Donc elle a déjà un sacré appoint de ce côté-là. Une partie peut-être, effectivement, des mélenchonistes, pourquoi pas, parce qu'elle a quand même un discours profondément social, et sur certains points, c'est vrai qu'on pourrait presque confondre. N'est-elle la xénophobie quand même patente de la dite candidate? Écoutez, c'est vrai que c'est assez confondant. Donc elle a Mais là, on parle du réservoir de loi. Moi, je parle de personnalité. Elle en veut pas. C'est ça, c'est intéressant. Pour elle, elle ne fera pas d'appel, de ralliement, de négociation. Elle est dans une situation inédite pour elle, où elle peut directement s'adresser aux électeurs, puisqu'elle a des réserves, on le disait tout à l'heure. Donc elle n'est pas dans une stratégie du tout de meeting commun, ni de ralliement de personnalité. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on va maintenir quand même un peu d'incertitude possible, Roland Quérol. Oui, on convient de dire en fin de campagne que tout est toujours possible. Mais il arrive quand même que les choses prévues se passent, quoi. On verra bien. On a encore 6 jours pour en débattre avant ce premier tour. On pourrait se demander, en entendant ce que disent par exemple mes 3 amis ici, on pourrait se demander si, puisque Macron a été à plus de 25% pendant plus d'1 an, s'il est toujours en tête du premier tour, on va se dire qu'il y a un mystère. Un type qui conduit si mal sa campagne, qui n'arrive pas à formuler un projet, qui ne suscite pas l'enthousiasme. Et qu'est-ce qui se passe quand même? Il va falloir qu'on nous l'explique. On essaiera de le faire dans la semaine et les 2 semaines qui suivent le premier tour. Merci à tous. Stewart Chaud, je rappelle le titre de ce livre que vous avez publié aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès, l'opinion des émotions.